Voilà, avec le micro allumé, c'est mieux. Bonsoir à tous. Et puis le fait que je prenne la parole 1 ou 2 minutes, ça laisse un tout petit peu le temps aux retardataires pour s'installer tranquillement, pour pouvoir écouter ton talk, Florian. Donc ouais, l'objectif, c'est pas de m'étendre de trop, mais de vous présenter quand même en 2 mots notre société. Bah, parce que voilà, faut que vous sachiez avec qui là vous allez converser, ou en tout cas que vous sachiez qui va présenter ce talk. Donc du coup, on est donc la société UNUP. On est ce que nous on appelle une néo-ESN, c'est-à-dire une société de service, un cabinet de conseil, mais avec des codes un petit peu d'aujourd'hui, où nous, nos codes et nos propositions de valeur pour nos consultants, c'est de laisser le choix des projets et des missions à nos consultants. Et ça laisse donc la liberté, un petit peu tel un freelance, à trouver, à avoir ses projets, tout en ayant le cadre du salariat et la possibilité de travailler avec une communauté, la communauté UNUP, qui est assez tech. Hein, la preuve, on fait un meet-up. Et puis la deuxième proposition de l'entreprise, c'est de co-construire l'entreprise tous ensemble. On a pas mal de cérémonies d'entreprise où on va faire des réunions d'intelligence collective pour définir le futur de la boîte, animé par notamment moi, le CEO, mais pas que. Mais qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? Nous, on accompagne nos clients dans la production de leur logiciel, de l'expression de besoin jusqu'à la mise en production. C'est pour ça d'ailleurs que notre baseline, si vous allez sur notre site internet, vous verrez que notre baseline, c'est design, build et testing. Et on trouvait que cette phrase nous ressemblait bien, puisque design, build et testing, c'est toutes les étapes d'un processus de production logicielle. Hein, le design, c'est toute la conception UX, UI et fonctionnelle. Le build, c'est le développement et le testing, c'est le test. Donc voilà, nos équipes sont composées, nos équipes sont dans ces 3 activités. Et nous, on a 4 agences en France. Hein, on travaille à Nantes, à Rennes, à Bordeaux et à Lille. Et aujourd'hui, on est 130, 140 chez UNUP. Hein, donc on se veut vraiment très orienté tech. Et comme vous l'avez sûrement compris, humain. Hein, on essaye vraiment de mettre au centre de tout l'humain. Et pour la petite histoire, moi, je suis le cofondateur avec Carole, et je suis ingénieur de formation, je suis ingénieur en informatique, et mon associé est RH. Hein, je pense que voilà, je trouve que ça en dit long que les 2 fondateurs et dirigeants de la boîte ne sont pas des commerciaux, pas des financiers, mais un RH, une RH et un ingénieur. Voilà en quelques mots. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour nous connaître un petit peu plus. Et maintenant, je vais laisser la parole à Florian pour ce meet-up appelé Tu te moques de moi. Et si ça vous intéresse, sachez qu'on organise comme ça à l'extérieur, un tous les 2 mois, un meet-up tous les 2 mois. Donc en vous abonnant à la page LinkedIn, vous verrez le suivi de notre actu et notamment les prochains événements. Bonne soirée à tous et bon meet-up. Et je te laisse la parole, Florian. Merci Pierre-Marie pour cette petite présentation. Avec plaisir. Bonjour à tous, je le répète une 4e fois pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'API. Moi, je suis développeur et donc j'ai eu l'occasion d'intégrer une quinzaine d'API dans ma carrière avec une développeur experience assez variable à chaque fois. Je pense à une petite API qui est gravée dans mon cœur, que j'ai appelée affectueusement Fléau. Certains reconnaîtront peut-être. Et donc Fléau, cette petite API, j'ai eu la chance de l'intégrer lors d'un projet. Et puis finalement, elle a été abandonnée, son besoin a été abandonné quelques semaines, voire quelques mois après. Et donc Fléau, petite API partie trop tôt. Tu m'as fait penser, tu m'as inspiré pour trouver le titre de ce talk. Donc API, tu te moques de moi. Donc je m'appelle Florian Béliard, je suis lead dev full stack chez UNUP depuis bientôt un an, depuis un peu plus d'1 an. J'ai 9 ans d'expérience et donc je vais vous parler d'API, tu te moques de moi. Vous retrouverez mes coordonnées sur le slide. N'hésitez pas sur LinkedIn ou par mail. Voilà. Donc les API, aujourd'hui, on consomme des API très régulièrement. Comme je disais, en tant que développeur, c'est une tâche qui est quasiment quotidienne. Petit fail. C'est une tâche quasiment quotidienne. Avec la multiplication des web services,
et des microservices en particulier, on a de plus en plus le besoin d'intégrer des API. Et donc, on se retrouve souvent avec des problématiques quand on souhaite consommer une API. Une des premières problématiques, ça va être, par exemple, donc on a une API qu'on souhaite consommer, mais par contre, cette API-là, elle est toujours en travaux, toujours en work in progress. Un cas très concret, par exemple, c'est de l'API Fléau que je mentionnais plus tôt. Cette API, on avait une superbe documentation qui était fournie par le fournisseur de l'API, avec tout ce qu'il fallait pour intégrer l'API. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 5% de l'API qui était codée. Dans ces cas-là, on a ce genre de problématique où on se dit, on a déjà le contrat interface qui est implémenté, on a déjà le contrat interface qui est défini, mais on n'a pas forcément l'implémentation derrière. Donc ça, c'est un des cas où on a cette problématique d'intégrer l'API où justement, elle n'est pas encore opérationnelle. On va avoir un second cas où ça va être, par exemple, on a le cas d'une API qui est très instable. Ça peut être l'instabilité, elle peut être liée à, par exemple, un déploiement qui créerait une indisponibilité. On pourrait avoir aussi le cas où potentiellement on a une dépendance tierce qui va être assez instable. Donc en fait, dans ces cas-là, c'est assez difficile de consommer cette API. Dans le cas, par exemple, si je reprends encore le cas de Fléau, on s'est retrouvé lors de leurs différentes livraisons au cours de notre intégration avec des interruptions de service de plusieurs après-midi, voire journées. Dans ces cas-là, on se retrouve, nous, un peu en chômage technique. En tant que développeur qui tentons d'intégrer une API, on se retrouve en chômage technique. Dernière situation, c'est le cas d'une API qui est inexistante. Un cas concret, c'est on souhaite développer une application front. Pour l'instant, on n'a pas un réel besoin de réel métier. On va se dire, on va proposer juste un POC, juste montrer la faisabilité. Et tout ça, en fait, on va dire, finalement, on va juste proposer une application front qui va montrer la faisabilité, le rendu potentiel de l'application. Et pour ça, on n'a pas forcément besoin d'avoir d'API, de réel métier derrière. Et donc, dans ces cas-là, en fait, l'API n'existe pas, mais il faut quand même qu'on développe quelque chose de cohérent côté front. Donc, on a ces trois cas de figure qui peuvent se produire quand on souhaite intégrer une API ou justement développer dans le cadre d'une API. Et donc, là, c'est là que va intervenir le serveur de mock, qui va être une solution pour pallier à ces différentes situations. Donc, un serveur de mock, qu'est-ce que c'est ? Un serveur de mock, ça va nous permettre avant tout d'imiter une réponse HTTP. Dans une réponse HTTP, il y a plusieurs éléments qui vont nous intéresser. On va avoir donc le code HTTP, donc 200 quand la réponse est OK, un 404 quand justement la ressource n'est pas trouvée, 401 quand on n'est pas autorisé, etc. etc. C'est souvent ça qu'on va souhaiter, c'est un des comportements qu'on va souhaiter moquer au sein de notre réponse. On va avoir également une partie des headers. Donc les headers, c'est des informations supplémentaires au sein de la requête qu'on peut souhaiter moquer. Une des choses qu'on souhaite moquer, qu'on peut moquer, ça va être un header d'authentification, par exemple, ça peut être intéressant. Et le dernier élément qui nous intéresse au sein d'une réponse HTTP, ça va être le body. C'est souvent là où on contient les principales informations. C'est ça qu'on va souhaiter faire le plus souvent varier. Et donc ça, c'est une des choses les plus intéressantes et qui va nous intéresser et sur lesquelles on va se concentrer. Donc là, on a vu trois aspects au niveau de la réponse HTTP. On va aussi vouloir essayer de faire varier, par exemple, les temps de réponse. Les temps de réponse, en quoi ça peut être intéressant de faire varier les temps de réponse ? C'est pour tester différents comportements de notre application. Si notre application, par exemple, comment se comporte notre application si finalement, au lieu de mettre 50 millisecondes à charger la page, à avoir la réponse d'un appel à une API, si elle met 2 secondes, quel est le comportement de mon application ? Est-ce que j'ai un loader qui s'affiche ? Est-ce que finalement, j'ai une page blanche ? Quel est le comportement dans ces cas-là ? Donc ça, on est sur des cas un peu plus à la marge, on n'est pas forcément sur les cas nominaux, mais c'est ça qui peut être intéressant à tester et de voir comment se comporte réellement notre application.
De la même manière, on va aussi avoir les cas d'erreur, donc les cas à la marge. Par exemple, si justement je ne suis pas authentifié, comment va se comporter notre application? Si finalement j'ai telle erreur métier, pareil, comment va se comporter notre application? Donc tout ça, c'est un serveur de mock, ça peut nous permettre de recréer ces comportements, tous ces cas à la marge, et de permettre de tester notre application et de vérifier comment elle se comporte dans ces différentes situations. Le dernier aspect, qui peut être un des plus importants pour nous développeurs, c'est une partie un petit peu intelligence du serveur de mock. C'est-à-dire que bien souvent, on ne souhaite pas quelque chose de bête et méchant. C'est-à-dire qu'on lui envoie une information, il nous renvoie l'information telle qu'elle, ou il nous renvoie vraiment quelque chose de statique. Nous, en tant que développeurs, ce qui va nous intéresser, si on ne veut pas moquer, avoir trop de travail en termes de mock, on va souhaiter avoir quelque chose d'assez intelligent, assez dynamique, et qui peut aussi réagir en fonction des paramètres qu'on va lui envoyer. C'est-à-dire que si j'envoie par exemple la valeur dans un payload, dans un body de réponse, si j'envoie la valeur 1, je vais m'attendre à ce qu'il me renvoie peut-être une valeur titre 1. Alors, je vais vouloir avoir un comportement dynamique qui n'est pas forcément toujours possible avec les différents serveurs de mock, et on va voir que certains le permettent, d'autres non. Donc, on va avoir différentes solutions possibles, différents types de solutions même au niveau des serveurs de mock. Donc là, on va commencer par une grande catégorie que j'ai appelée les serveurs de mock en ligne. Donc là, il y a plusieurs types de solutions. On va avoir des solutions très généralistes qui vont englober vraiment, qui vont permettre de faire du serveur de mock, mais qui font plein d'autres choses. Je pense notamment à Postman et Stoplight, qui finalement sont vraiment des environnements vraiment pour créer, pour designer une API, et qui ont vraiment tout l'outillage associé pour justement moquer une API, la designer, la documenter, la tester. Et puis à côté, on va avoir des outils un peu plus simples qui se concentrent vraiment sur du mock. Et donc là, on a des outils comme Biceptor, Mockable.io ou même Moki. Et ce type d'outil, en fait, ça va être assez basique. On va justement renseigner sur le site ce qu'on souhaite moquer. Ça nous génère une URL. Et derrière, on se sert de cette URL-là. Et quand on appelle cette URL-là, on récupère telle information. Donc là, par exemple, Biceptor et Mockable.io, ce sont deux solutions qui sont en freemium, mais qui ont une partie premium. Donc à partir d'un certain quota, on est obligé de payer. Donc c'est là-dessus, sur ces aspects-là, que la différence va se faire. C'est sur ces aspects-là qu'on va, par rapport à Moki, où là, Moki, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de quota. Il y a une certaine garantie dans le temps, que le temps que le service sera up, on aura la garantie que notre mock est disponible. Donc c'est sur Moki, par exemple, que je vais faire un petit focus très rapide pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, si on prend Moki, donc là, on va se retrouver sur l'interface de Moki, sur le site web de Moki, où on va juste venir dire, finalement, quand j'appelle telle URL, je souhaite avoir en réponse tel body, tel code HTTP, et puis derrière, ce que ça nous donne, c'est que ça va nous générer un lien. Ce lien-là, derrière, nous, on peut l'appeler depuis un client REST, depuis un curl, tout simplement, même. Et donc ça va nous permettre, derrière, on a déjà une réponse de moquet juste avec ça. Donc après, on a un autre type de solution. Donc là, on a vu les solutions en ligne. Et donc là, on va plutôt se concentrer sur des solutions en local qu'on va pouvoir installer sur nos postes de développeurs. Et donc là, hop, 2 petites secondes, je bois un petit coup. C'est de l'eau, je précise. Il y en a qui ont des doutes, mais c'est de l'eau. Donc là, il y a deux outils, j'ai choisi deux outils. Hein. Bien sûr, toutes les solutions que je vous ai montrées et que je vais continuer à vous montrer, ce n'est pas une liste exhaustive. C'est vraiment une sélection que j'ai faite parmi les outils que j'ai pu trouver en ligne. Donc là, pour les outils en local, on a du coup Killgrave, c'est une solution qui est vraiment en ligne de commande, qui va se baser sur un fichier YAML et qui va venir, en fait, on va pouvoir décrire tout ce qu'on souhaite moquer au sein de notre API, donc par exemple le chemin,
le code HTTP, la réponse HTTP, le body de la réponse. Et donc l'avantage de ce fichier-là, de se baser sur un fichier YAML, c'est que ça va être un fichier qu'on va pouvoir intégrer au sein de notre code source de notre application, au sein de notre repo Git. Donc c'est-à-dire que si on peut l'intégrer au sein d'un repo Git, on peut le versionner et on peut le partager très rapidement entre les différents développeurs. C'est un peu sur le même principe, mais pas sur le même format. On va avoir un outil comme Mokun. Mokun, lui, on va plutôt être sur un format JSON. Et là, sur Mokun, on a plusieurs possibilités. On a à la fois une partie ligne de commande et une partie UI, enfin GUI, on va dire, qui va nous permettre, pour quelqu'un d'un peu moins technique peut-être, de venir l'exploiter quand même le mock. Donc là, je fais un très rapide focus sur Mokun pour que vous puissiez voir à quoi peut ressembler un peu l'outil. Et si jamais vous le retrouvez plus tard sur d'autres projets ou même si vous en avez besoin, vous pourrez très rapidement le reconnaître. Donc là, Mokun, c'est la partie graphique, où là, on retrouve les mêmes éléments, c'est toujours la même chose. On retrouve une URL qu'on souhaite appeler, un code HTTP qu'on souhaite retourner, un body de réponse, peut-être des headers si nécessaire. Souvent, là, ici, on peut faire varier, par exemple, des temps de réponse, amener une certaine logique, une certaine dynamique, ce que j'évoquais, la partie intelligence de tout à l'heure. Et donc là, on se retrouve avec une partie donc là, en CLI, en ligne de commande, où on va se baser sur le même fichier JSON qui est généré par l'interface graphique, ou qui est mis à jour par l'interface graphique. Et avec ce même fichier JSON, via un CLI, on va pouvoir exécuter le mock, démarrer notre serveur de mock de cette manière. Donc là, les deux outils sont le même principe. Comme je le disais, on se base sur un fichier de configuration qui peut être intégré à notre repository Git et qui permet donc de le versionner et de le partager plus facilement et plus rapidement. Et donc là, on arrive sur la dernière partie des serveurs de mock, sur le dernier type des serveurs de mock. Et donc là, ce que j'ai appelé les serveurs de mock as code. Pourquoi as code? Donc là, tout à l'heure, on voyait des serveurs de mock, ce que j'ai appelé locaux, qui, eux, vont se baser sur un fichier de configuration. Là, en fait, on va aller encore un peu plus loin dans l'intégration à RepoGit, ça va carrément être une dépendance de notre projet. Donc, que ce soit comme mock server ou WireMock, là, on est sur des dépendances dans l'environnement Java. Donc, ça va être une dépendance Maven ou Gradle qui va s'intégrer au sein du projet, qu'on va pouvoir, par exemple, lancer au run d'une application ou au lancement des tests JUnit, par exemple. Et donc ça va nous permettre d'avoir un serveur de mock qui est disponible, qui est appelable par notre application et qui va justement répondre. Et donc là, on a toute une API qui est disponible pour WireMock et Mock Server qui nous permet de définir via du code Java notre mock. Dans le cas, par exemple, de Mock Service Worker ou Mirage, là, on est plutôt sur l'environnement et l'écosystème JavaScript, TypeScript. Et donc là, c'est pareil, c'est une librairie qui est disponible via NPM, où justement, on peut justement venir l'intégrer au projet. Et donc, de cette manière-là, en fait, on va pouvoir, que ce soit pour du test ou au run, exploiter le mock. Là, ce que je disais, l'aspect as code, c'est que ça va être une partie directement intégrante de notre code. Et donc là, ça fait partie du code qui peut même partir en production. Pas tout ça, c'est un souhait ou non. On peut faire ce choix-là, c'est pas forcément ça reste à notre liberté. Mais en tout cas, ça va vraiment faire une partie intégrante de la base de code. Ce qui va être au niveau vraiment de notre, par exemple, pour un projet JavaScript, on va retrouver la dépendance au sein du package.json, que ce soit donc au niveau sur un projet sur l'environnement plutôt Java, on va retrouver la dépendance dans un pom.xml pour Maven par exemple. Donc voilà pour les différents types de serveurs de code. Bon là, vous êtes en train de vous dire, il est bien gentil avec toutes ces explications, toutes ces solutions, mais bon là, ça reste assez peu concret. On voit pas trop à quoi ça ressemble et surtout pourquoi tous ces types de solutions. Moi, je vais faire un focus plutôt sur une solution qui s'appelle Mirage, donc que j'ai cité en dernier. Cette solution-là, c'est une solution as code. Et j'ai choisi cette solution puisqu'elle se distingue des autres par certaines fonctionnalités qui sont très clés
et qui permettent vraiment, pour un développeur, de gagner un temps conséquent et de pouvoir justement avoir un serveur de mock très rapidement en faisant très très peu de développement. Donc, Donc Mirage.js. Mirage.js, c'est avant tout, comme je vous le disais, une librairie JavaScript, donc qui fonctionne dans l'environnement JavaScript, qui est compatible TypeScript. Cette librairie, en fait, sa spécialité, c'est que notre serveur de mock, il ne va pas être lancé en dehors de notre application, il va être lancé au sein de notre application. Donc il va le tourner dans notre navigateur. Et la particularité de Mirage.js, cette particularité, c'est d'intercepter en fait les appels XML, HTTP request ou fetch, pour justement venir intercepter et empêcher finalement les appels réseau de se faire. Donc finalement, on ne va même pas retrouver les appels réseau au sein, par exemple, au sein de l'onglet réseau de Chrome ou de Firefox. Ça va vraiment être intercepté avant. Et donc c'est une des forces de Mirage.js. Donc là, c'est peut-être encore un peu abstrait. Au moment de la démo, qui sera sûrement de temps entendu, vous allez pouvoir voir concrètement ce que ça donne. Donc au niveau des fonctionnalités, je vous ai parlé tout à l'heure de fonctionnalités clés de Mirage.js. La principale fonctionnalité, c'est de définir des routes. Ça, la plupart des serveurs de mock le font. Ce qu'on va voir, c'est en quoi Mirage.js le fait un peu différemment. Donc, sur la définition des routes, on va pouvoir juste dire, finalement, sur le verbe get, pour récupérer la ressource, une liste par exemple de to-do, on va justement pouvoir très rapidement dire, quand j'appelle telle passe, telle ressource, donc là ici en l'occurrence to-do, je vais pouvoir retourner tel JSON. Donc là c'est assez bête et méchant. On retourne tel objet, donc là c'est en JavaScript, on retourne tel objet. Donc là vous pouvez voir une liste de to-do très simple et qui peut un peu correspondre à la liste de to-do que j'ai fait pour créer ce meetup. Donc bon, elle est assez simple. Bien sûr, il y avait bien d'autres étapes, mais bon, c'était déjà un début. Donc ça, c'est une première chose, pour définir des routes. On a ensuite une seconde étape qui va être plutôt une des fonctionnalités clés, c'est la notion en fait, de modèle et de base de données au sein de Mirage. C'est que derrière, il va apporter toute la partie intelligence que j'évoquais par le passé. C'est là où Mirage.js fait la différence. Là, avec cette partie modèle et base de données, ça va nous permettre d'aller un peu plus loin et de gagner en dynamisme et économiser justement beaucoup de code au niveau de la création du mock. Donc là, on peut retrouver rapidement, on va définir par exemple un modèle correspondant, on va avoir un to-do, on va déclarer un modèle to-do et dire finalement notre to-do, il contient tel élément. Et donc là, on va se retrouver donc là, avec une partie. Tout à l'heure, vous avez pu voir qu'on avait dans notre partie get to-do, on avait la liste des to-do qu'on souhaitait remonter. Là, finalement, on va en créer des entités, on va créer des modèles. Donc là, on se retrouve avec les lignes que vous pouvez voir, server.create, où on va dire je crée un modèle de type to-do. Et derrière, je vais pouvoir lui donner les attributs qui vont bien. Donc l'attribut text, l'attribut isDone. Et après, au niveau de notre get, on va pouvoir se baser sur un schéma et de faire un petit peu comme on aurait fait une requête SQL. Là, on est vraiment sur une requête, on est sur une base de données qui est en mémoire et donc qui est vraiment, qui sera justement réinitialisée à chaque rechargement de l'application. Et là, on va se retrouver avec une requête. Avec ce schéma todo.all qui va permettre de remonter tous les to-do. Là, donc c'est une écriture qui peut paraître un peu verbeuse. Mirage.js permet, donc là on voit qu'on a remplacé quelques lignes, Mirage.js en fait permet une syntaxe pour justement venir simplifier. C'est-à-dire que si on souhaite tout simplement via un get remonter toutes les ressources, donc si on fait un get to-do au pluriel, ça va naturellement, Mirage.js va naturellement comprendre qu'on souhaite remonter la liste de tous les to-do. Si on fait un to-do/1, par exemple, pour remonter le to-do d'ID 1, on peut juste le définir
en une ligne, et derrière, Mira.js va comprendre qu'on veut remonter le to-do ID 1 automatiquement. La dernière fonctionnalité qui est très importante souvent quand on souhaite faire du mock, c'est de générer de la donnée. Et surtout de générer de la donnée qui est assez variable, puisque si on veut faire une démo, par exemple, on ne souhaite pas avoir toujours les mêmes données. Par exemple, tâche 1, tâche 1, tâche 1, tâche 1, c'est pas très représentatif pour un client. On va souhaiter un petit peu faire varier la donnée pour être sûr aussi que finalement, on ne manipule pas par exemple, une seule tâche, mais on manipule bien 10 tâches, par exemple. Donc là, la notion de factory, ça va nous permettre en fait de venir dire, pour telle propriété de notre modèle, je vais pouvoir faire varier la donnée. Donc là, si on prend la propriété texte, là, je vais venir la faire varier en fonction d'un index, tout simplement. Et je vais dire, finalement, le texte pour la tâche 1, ça va être H1, justement en jouant avec l'index. On peut le faire pour toutes les propriétés de notre modèle. Et donc, on peut aussi intégrer, par exemple, d'autres librairies JavaScript comme Faker, qui vont permettre, par exemple, de générer des noms, des adresses mail, des adresses, toutes les informations, par exemple, peut-être d'une personne. On va pouvoir justement les rendre un peu aléatoires grâce à justement cette notion de factory. Ici, donc, on peut voir derrière, ensuite, qu'une fois qu'on a créé cette factory, on peut laisser, on a juste à dire, finalement, je souhaite créer, donc via le serveur.createToDo, on va venir créer une entité, et derrière, on ne lui précise pas justement de texte, ni les autres attributs, il va utiliser automatiquement notre factory, et si justement on souhaite surcharger certains comportements, on peut repréciser le modèle en entier, comme on peut voir sur le deuxième serveur.createToDo, où on a spécifié le texte rédigé et l'attribut isDone à false. La possibilité que ça nous donne aussi, la notion de factory, c'est de pouvoir très rapidement de générer un très grand nombre de données. Quand on a une application, on a souvent 2-3 jeux de données. On sait comment se comporte notre application avec par exemple 2-3 tâches. Par exemple, comment se comporte notre application avec 100 tâches, 1000 tâches, qu'est-ce que ça va donner? Et là, en fait, avec Mira.js, on va pouvoir très rapidement le faire. Et donc pour ça, on peut se servir par exemple de la méthode createList qui va rapidement nous générer, là, on voit en l'occurrence 100 éléments, tout ça juste en une seule ligne, et avec 100 éléments qui vont être avec des données différentes. Ça, c'est une des puissances de la factory. Bon, j'ai beaucoup parlé jusqu'à maintenant, c'est assez riche. On va pouvoir passer à la démo, et ça va nous permettre de mieux comprendre tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. Alors, je passe sur la démo. Petit problème tactique, hop. Ah, voilà, ça arrive. Ah, voilà. Donc là, en fait, alors tout simplement, ici, donc là, on va arriver. Hop, je passe sur la bonne fenêtre, pardon. Hop. Un petit problème de PC, ça arrive. C'est pas une bête de course. Hop. Voilà. Non, je ne crache pas sur le matériel, c'est faux. Donc voilà. Ici, on a une petite application toute simple. Vraiment une single page application classique. Très très simple. On est en Vue.js. On peut le faire, on peut l'intégrer donc avec une application Angular, une application React. On peut aussi l'intégrer à d'autres projets avec les technos JavaScript. Donc là, on est au sein d'une single page application qui fait vraiment quelque chose de très 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 basique, c'est-à-dire une liste de tâches. Et donc cette liste de tâches, là, aujourd'hui, on affiche une simple tâche qui est la tâche 1. Ce qu'on va pouvoir faire, donc là, si je rafraîchis l'application, pour que vous puissiez voir, on peut voir en fait dans la console de Chrome les différents appels HTTP qui sont faits.
Et donc là, ici, on va pouvoir voir que Mirage a fait notre application a fait un appel au mock et sur le chemin API/to-do qui nous permet de remonter l'ensemble des listes, enfin l'ensemble des to-do, la liste des to-do. Si on regarde un petit peu en détail, là on peut voir la réponse donc de Mirage, ce qui est ici en fait un tableau avec un seul élément qui est notre fameuse tâche 1 qui s'affiche. Si par exemple, là ici, j'essaie de créer une tâche que j'appellerais test, beaucoup d'originalité, hein, vous voyez, on peut ici voir qu'on a un post qui se fait donc, sur /API/to-do. Et donc ici, on peut voir que on peut retrouver donc, la partie request, donc on peut retrouver le payload, donc notre body de notre requête, on peut le retrouver tel qu'il a été envoyé. Donc ça ressemble grossièrement à la console la console de Chrome, surtout l'onglet Network. Mais donc là, on n'est vraiment pas dans l'onglet Network, on n'est vraiment pas au niveau réseau. Cette partie-là, on est resté au sein de notre application, ce n'est jamais sorti de notre application, tous ces appels-là. Si par exemple, là je clique sur cette tâche-là, on va avoir un patch qui va être fait, donc sur l'ID 2, puisque c'est la deuxième tâche que j'ai créée. Oui, c'est vrai que je ne vous ai pas montré, hop, quand on fait la réponse à notre poste, on a bien un ID 2 qui s'est généré automatiquement. On n'a rien eu à faire là-dessus. Tout seul, Mirage nous a dit, j'ai détecté que tu avais plusieurs to-do, tu ne m'as pas spécifié d'ID, moi, je vais automatiquement générer un ID pour justement que tu puisses retrouver tes ressources très rapidement. Pour retrouver tes ressources via l'API. Et donc là, on voyait le patch. On va aussi avoir, par exemple, un delete. Là, j'ai un petit bouton qui permet justement de supprimer. Donc là, on voit le delete sur le to-do/2. Donc voilà, tout ça, c'est toutes ces requêtes. On voit toutes les requêtes passer. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir très rapidement, quand je fais une interaction, quand il y a un appel Mirage, on voit un petit icône de chargement. Ici, un petit nuage. Hop, je vais la recliquer dessus. Hop, donc là, qui s'affiche pendant 750 millisecondes, je crois, à vue d'œil. Non, je ne l'ai pas calculé, hein, c'est dans le code. Mais donc là, aujourd'hui, on doit être sur 750 millisecondes. Ça, c'est une donnée qu'on peut faire varier et justement qui va être intéressante pour justement voir comment. Là, 750 millisecondes, ça peut paraître court pour l'œil humain, mais par exemple, on va pouvoir l'afficher pendant 5 secondes si besoin et de voir comment notre application se comporte avec 5 secondes. Donc là, on va aller rapidement dans le code. Donc là, ici, je suis donc dans une application, comme je disais, Vue.js, une single page application classique. Je suis sur du Vue 2, et je suis en JS, je ne suis pas en TypeScript. Ça importe peu. Les deux sont. Mirage.js est compatible avec TypeScript, il n'y a pas de souci. Hein. Là, c'était plus une histoire de facilité qu'autre chose et de praticité. Derrière, en fait, on va se retrouver donc là avec notre fichier donc server.js qui va avoir une méthode qu'on va appeler makeServer. On peut l'appeler autrement, il n'y a pas de souci. Et qui va surtout appeler une méthode createServer. C'est le contenu de cette méthode createServer qu'on a pu voir dans les différentes slides tout à l'heure, qui va être très important. Je vous épargne toute cette petite partie-là, on pourra y revenir après si on a le temps. On va surtout se concentrer sur les parties qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Donc là, on retrouve notre modèle, donc le fameux modèle To-Do qui a été créé. On retrouve notre notion de factory, ici, tel qu'on a pu le voir dans les slides précédents. Et puis, on va retrouver notre notion de seeds. Donc là, on va voir que j'ai créé une liste avec un seul to-do pour le moment. Et puis, on retrouve certaines constantes. Donc là, un préfixe API. Et puis, la notion de timing, donc les fameuses 750 millisecondes que je vous évoquais tout à l'heure. Et donc là, on retrouve tous les passes que j'ai déclarés. Donc le get to-do qui va nous remonter la liste des to-do, le to-do/id qui nous remonte un to-do en particulier, avec donc si je passe l'id 1, il va remonter la to-do id 1, etc., etc. On retrouve le delete, le post et le patch. Ce que vous avez pu voir tout à l'heure quand j'ai fait la démo très rapide sur l'application. Là, si je fais varier, par exemple, là, si je passe à
Hop, si je passe à 2 secondes, donc 2000 millisecondes, hop, on peut aller très rapidement sur l'application. Donc là, on a eu un temps assez long. Et donc là, si je clique ici, notre icône de chargement s'affiche bien pendant 2 secondes. On va pouvoir aussi, donc là, on va pouvoir bénéficier donc, du fait qu'on peut créer une liste. Donc là, j'étais à 1. Si je passe, admettons, à 50, on va pouvoir voir notre application, une fois qu'elle se recharge, afficher 50 to do. Tout ça en ayant quasiment rien à faire, à changer une seule valeur. Et c'est ça, c'est une des grandes forces. Tout ça en ayant aussi avec des tâches avec des valeurs, des ID différents, des libellés différents, qui pourraient avoir des noms, si jamais, tous les attributs, on pourrait les faire varier et les rendre différents si besoin. Et les rendre aussi aléatoires. Et donc ça, c'est une des grandes forces de Mirage.js. Là, on a pu faire varier ça. Une chose qu'on pourrait faire varier, par exemple, c'est l'attribut isDone. Aujourd'hui, donc l'attribut isDone, c'est donc celui qui permet de dire est-ce que notre tâche est complétée ou non, est-ce qu'elle est rayée ou non, justement, elle n'est pas rayée. Donc là, aujourd'hui, je l'ai mis à false pour toutes les tâches. Donc vous pouvez le voir, aucune tâche n'est rayée par défaut. Mais ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est faire varier cette information. Donc là, au lieu d'avoir une valeur en dur qui est isFalse, je vais pouvoir la transformer en une méthode. Cette méthode-là, par exemple, on va lui donner un caractère un peu aléatoire. Donc là, je vais faire un mat.random, assez basique. Et puis derrière, je vais dire, finalement, tu retournes true, donc isDone, quand tu es égal à 1. Voilà, rien de foufou. Derrière, ce que ça donne, en pratique, hop, on se retrouve avec un caractère aléatoire où on a certaines tâches qui sont rayées, qui sont déjà terminées, et d'autres non. Ça, c'est une des possibilités. Donc ça, on pourrait se dire, là, on a fait quelque chose d'assez simple en termes de métier, mais on pourrait mettre un métier beaucoup plus complexe, qui pourrait se baser sur d'autres informations, si on souhaite générer justement des données avec plein de critères différents. Donc voilà, ça c'est pour la partie vraiment, là on est sur notre environnement de développement. Là je suis en train, dès que je fais une modification dans le mock, tout de suite mon application réagit en tant que telle. Donc là on a vu cette fameuse fonction makeServer, vous allez me dire où est-ce qu'elle est appelée cette fonction makeServer? Et en fait elle va être appelée au démarrage de l'application, là où on va se retrouver avec dans notre main.js. Donc là en vue c'est un main.js. Oui, en Angular aussi, en React aussi. Mais on va sortir dans la classe principale de l'application. Et donc là, on va se retrouver ici avec notre méthode makeServer qui va être appelée au démarrage de notre application. On pourrait mettre différentes conditions ici. On pourrait dire finalement uniquement sur un environnement hors prod, donc justement uniquement sur notre environnement de développement. On pourrait dire uniquement pour les tests, ou on peut aussi se dire on souhaite l'avoir à tout moment, ce mock. Là, ce qu'on va pouvoir voir aussi, c'est comment Mirage.js peut aussi nous servir au moment des tests. Des tests qu'on va pouvoir faire par exemple avec Cypress. Et donc là, ce que je vais pouvoir vous montrer, on a ici donc là, j'ai Cypress qui est lancé, qui d'ailleurs est planté. Hop, je vais le relancer. Et je pense que j'ai coché toutes les cases de l'effet démo jusqu'à maintenant. Hop, voilà. Ici, donc là, par exemple, j'ai volontairement fait un test KO. Là, vous allez dire, mais pourquoi tout à l'heure notre application elle affichait 50 tâches et puis là, quand on vient de tester, j'ai que 2 tâches. Pourquoi? C'est en fait, donc quand on va regarder notre test Cypress, donc Cypress, pour repréciser et donner un petit peu de contexte, ceux qui ne connaisseraient pas forcément l'outil, ça permet de faire des tests plutôt d'intégration au niveau de notre single page application. Et donc ça permet de valider des comportements
en se basant sur certains éléments, sur un certain rendu, plutôt que de se baser sur, sur le comportement interne de nos composants. Donc là, si je me base sur mon test, en fait, on peut voir que dans notre before each, donc ce qui va être lancé avant chaque test, on va retrouver justement la création d'un make server. On va l'appel d'un make server qui va venir créer un serveur de mock. Et donc là, on vient passer un paramètre environnement de test. Cet environnement de test, en fait, va réinitialiser toutes les données qui auraient pu être créées dans le cas du serveur, on va dire, de développement, celui qu'on a utilisé jusqu'à maintenant. Ce qui explique pourquoi, en fait, lui, on ne retrouve pas les fameuses 50 tâches qu'on avait tout à l'heure. Par contre, on va avoir ici uniquement un to-do qui va s'afficher là. D'ailleurs, là, je me dis qu'il y a un petit souci de rafraîchissement, puisque normalement, je devrais en avoir qu'un. Je vais le relancer. Je pense qu'il y a un petit truc qui n'a pas pris à la volée. Hop. Là, normalement, vu que j'ai une seule ligne create to do ici, je devrais avoir qu'un to do à l'arrivée. Et donc là, hop, ça se relance. C'est un peu long. Et donc là, le but, ça va être de pouvoir montrer en fait, qu'on va pouvoir avoir des données différentes, que ce soit pour notre environnement de test et notre environnement de développement. Et donc, le but, c'est de permettre justement de pouvoir tester des cas un peu limites dans nos tests, de dire, bah voilà, quand j'ai zéro tâche, comment ça se passe, quand j'en ai 10, quand j'en ai 50, quand j'en ai 1000. Voilà, on va pouvoir tester tous ces comportements-là. Donc là, si je relance. Allez, hop. Voilà, donc là, j'ai bien qu'une seule tâche, ici, qui s'affiche. Et donc, si jamais, admettons, je fais varier ici, si je crée peut-être un autre to-do. Là, mon test vient vérifier que j'ai un seul élément dans ma liste, un seul to-do. Là, on va pouvoir voir que le test va tomber en échec, puisqu'effectivement, il s'attendait à avoir un seul élément et il en a récupéré deux. Donc voilà pour la partie démo. Là, ce que je vous montrais, c'était surtout de pouvoir comment l'intégration au sein des tests. Hop. Je vais repasser sur la partie présentation. Donc, ce qui nous a intéressé jusqu'à maintenant dans la démo, c'était de voir qu'on pouvait utiliser Mirage.js pour faire du développement. Donc, il va permettre aux développeurs justement de pouvoir moquer l'API et de pouvoir développer sans dépendance avec l'API, vraiment en totale indépendance. Alors, ce qu'on a pu voir tout de suite là, c'est d'intégrer ce mock au sein des tests, donc avec Cypress. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau des tests, on peut aussi être indépendant de Mirage.js, enfin aussi indépendant de l'API. Et une dernière étape, c'est ce que je vous ai évoqué tout au début de la présentation. Un des cas qui peut arriver, c'est finalement le cas où l'API n'existe pas. Le cas où l'API n'existe pas, le cas d'un POC, on peut avoir un client qui souhaite juste voir la faisabilité d'un projet, de voir juste le rendu, ce que ça pourrait avoir d'une application, sans forcément se préoccuper de tout le métier qui est derrière. En général, ce qui vend, c'est la partie visuelle avant tout. C'est comme ça qu'on convainc souvent des clients. Et donc, on peut avoir un client qui souhaite justement aller à l'essentiel, juste de dire, voilà, je souhaite marketer, de voir quelle est la faisabilité, et donc de vouloir déployer notre application front sans vraiment de back. Mais on veut par exemple pouvoir avoir un certain dynamisme, une certaine réactivité quand on va faire une démo. Puisque si finalement on a toujours un contenu statique, ça peut être très déceptif. Donc là, en fait, avec Mirage.js, on peut finalement même déployer en production ce mock et avoir une application, bien sûr, c'est une single page application qui a un réel dynamisme, qui a une cohérence aussi au niveau des données, puisqu'on voit bien que là, on est capable de créer une donnée, de la supprimer, de la mettre à jour. Et tout ça, on peut l'avoir en production très rapidement, sans forcément avoir un back-end qui assure derrière. Donc ça peut être aussi une des solutions et un cas d'usage de Mirage.js.
Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté. Ça fut un plaisir de présenter ce talk. Vous retrouvez ici encore une fois mes coordonnées si besoin. Et puis si vous avez des questions, c'est maintenant. Voilà. Je vais la regarder donc dans la conversation. S'il y a des questions, j'ai pas eu le temps de les regarder pour l'instant. Attendez, je vous remets le PowerPoint sur le bon écran parce que c'est pas terrible. Hop, voilà. Et donc là, au niveau des questions, alors, j'ai pas vu s'il y en avait dans la. Pas de questions dans la présentation. Est-ce qu'il y en a qui voudraient, dans la discussion, est-ce qu'il y en a qui voudraient poser une question de vive voix, peut-être? Alors, oui, donc je précise la question à haute voix. Il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce que j'ai eu l'occasion de l'utiliser chez un client et dans quel contexte? Très concrètement, oui, j'étais chez un client qui avait besoin en fait enfin là, c'était vraiment une contrainte de développement où justement, en fait, on m'a demandé de développer l'application front. Le back-end n'était pas du tout implémenté. Il y avait juste un semblant d'idée de contrat d'interface. Et bien en fait, j'ai pu développer en totale indépendance du back, vraiment me concentrer sur le développement de mon application front. Et puis finalement, le développeur back est arrivé, je dirais, je sais pas, un mois ou deux après. Et puis, on a pu brancher très rapidement. Et pas du jour au lendemain, pas avec un effet Big Bang, on a pu dire finalement tel endpoint, je le moque, tel endpoint, je le laisse moquer. Enfin, je ne le moque pas, j'accède directement à l'API. Et ça, en fait, on a pu faire la transition très facilement. Et l'intégration, en fait, avec le backend, c'est fait sans soubresaut. Et donc, on a pu justement même livrer en recette, voire même en pré-production, avec cet aspect moqué, faire une démonstration à un client et tout ça sans finalement avoir de réel back-end dans un premier temps. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, d'autres personnes qui souhaiteraient poser des questions de vive voix? Peut-être? Je vois Anthony qui demande « Connais-tu une solution similaire à Mirage pour moquer les API utilisées de serveur à serveur ?» Et ben donc là, alors de serveur à serveur, on a peut-être, alors dans l'environnement Java, on va retrouver les outils que j'ai pu citer, WireMock et Mock Server. Alors là, sur l'aspect, vu que Mirage.js, lui, s'exécute vraiment dans le navigateur, je ne pense pas qu'on va pouvoir l'utiliser de serveur à serveur. Par contre, j'ai parlé d'une autre librairie dans l'environnement JavaScript. Là, j'en ai un trou de mémoire, qui est dans le slide, qui s'appelle Mock Service. Je vais la vérifier, j'ai un gros doute sur le nom, je vais pas dire de bêtises. Voilà, qui s'appelle Mock Service Worker. Et là, peut-être que j'ai un doute, mais peut-être que ça pourrait être une possibilité, puisque en fait, Mock Service Worker arrive à un autre niveau, arrive vraiment au niveau réseau. Donc c'est toujours utilisé au lancer dans le navigateur, mais ça arrive au niveau réseau. Peut-être que là, ça pourrait, par exemple sur un serveur en Node.js, peut-être que ça pourrait fonctionner. Après, sinon, j'ai pas en tête d'autres outils là comme ça. D'autres questions peut-être? Alors, est-ce qu'on peut utiliser Mirage.js pour enrichir une application en no-code? Quel serait le combo sympa pour les débutants? Alors, pour enrichir une application en no-code, par définition, en no-code, on ne développe pas directement, en tout cas pas dans l'application directement. Donc là, j'ai envie de dire, il faudrait plutôt, pour une application no-code, se baser sur un outil de mock qui serait plutôt externe au code, peut-être comme Mockun, ou comme on a pu voir,
Évidemment, j'ai un Killgrave, voilà, ou même voir les solutions plus en ligne qui permettent aussi justement de moquer. Je pense que ce sera plus facile d'intégrer ça à des outils extérieurs au code, puisque là, finalement, au sein d'une application no code, on a peu de chances qu'on ait la main sur tout ce qu'on veut pour venir moquer l'application. Jérémy qui posait également une question. J'ai compris qu'il était possible de faire des scénarios. Peut-on simuler sur demande des timeouts et des erreurs réseau, par exemple? Donc oui, ce qu'on va pouvoir créer, c'est de se dire, sur un tel get, enfin sur tel appel, je vais pouvoir renvoyer une 503, par exemple, et puis la répondre faire une 503 qu'au bout de 10 secondes, si on veut. Ça, on va être en capacité de le faire, puisqu'on peut faire varier le temps de réponse et on peut faire varier le code HTTP et la payload. Donc tout ça, en fait, on va être en capacité de le faire si besoin. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ouais, c'est bon, ouais, je viens de la traiter, celle-ci. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie encore une fois d'être venu, d'avoir assisté, surtout pour mon premier talk. Ça fait plaisir d'avoir autant de monde. C'était un petit peu tendu sur le début, mais en tout cas, ça s'est libéré sur la suite. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Ce fut un plaisir et je vous souhaite une très bonne soirée.